Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Georges Mercier est analyste. Bonjour, Mme Perron. Vous reviendrez dans le métier des fois d'impôts publicitaires. On continue, nous autres, là, sur l'actualité. Puis là, on continue de débattre. À tantôt, Mme Perron, vous repasserez. C'est un feu roulant ici, hein, Mme Perron. s'en va. Georges Mercier, analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris à l'Université de Montréal. Et là, salut, Georges. Salut, Alex. Alexandre Moranville-Ouellette te disait dans le cadre de porte, hey, ça a encore tiré en Iran. C'est pas fini, là. Tu sais, de jour en jour, honnêtement, on a l'impression que c'est une espèce de poudrière qui s'apprête à s'embraser encore une fois. Ça n'arrête pas de tirer, effectivement. Puis ça arrive dans un moment particulier pour les Iraniens, parce qu'ils doivent enterrer aujourd'hui l'ayatollah Ali Khamenei. Là, c'est fini, là, les funérailles. Ça doit se passer durant la journée. C'est comme 3 semaines. C'est un grand festival funéraire où le régime a tenté de réimposer son pouvoir sur sa population, avec ces grandes processions de femmes drapées de noir, de militants qui avaient l'air... Ils sont tous bouleversés, là, ils sont profondément. Tous profondément bouleversés. Au moins la population des Iraniens qui l'appréciaient, peut-être pas la population, la proportion la plus significative. Ceux qui se sont fait tuer là, dans les derniers mois, là, lorsque le régime oppressait la population. Pour pleurer l'ayatollah. L'ayatollah qui, d'ailleurs, je le répète encore une fois, a quand même plus de sang Iraniens sur les mains que les Américains depuis le début de leur offensive en Iran. Rappelons quand même la nature de ce régime-là. Bon, ça recommence à tirer. Ça recommence à tirer pour la même raison pour laquelle ça a toujours recommencé à tirer. Les Américains et les Iraniens ne sont pas d'accord sur qui va contrôler ce satané détroit d'Ormuz-là. Le problème en ce moment-là, le problème fondamental, c'est que les Américains ont essentiellement 4 options. Soit on continue dans la voie qu'on suivait jusqu'à maintenant. On négocie avec de la mauvaise foi, on ne se fait pas confiance et de temps à autre, on recommence à échanger des tirs pour se punir des bris du cessez-le-feu. Bon, ça ne semble pas fonctionner. Les Américains pourraient aussi simplement déclarer défaite. Et dire essentiellement, le détroit, il appartient aux Iraniens, ce qui permettrait une reprise du trafic maritime sous des conditions iraniennes, mais qui, peut-être, pourrait préserver l'économie mondiale, préserver les exportations d'énergie. Et Trump fera jamais ça, Georges, parce que lui, là, c'est dans son ADN. Là, puis son mentor, là, à l'époque, là, son avocat qui l'a vraiment formé là, un peu à son image, disait de 1, dis jamais que t'as tort. Règle numéro 1, dis jamais que t'as tort. Après ça, attaque. Dans le sens que, tu sais, soit, puis on le voit, là, c'est sa façon de faire de la politique. Alors moi, ça, j'y crois pas à ce scénario. Oh non, mais attends, Alexandre, je peux te faire le discours de Trump de politique fiction. S'il décidait d'abandonner, il arriverait sur la tribune, il dirait « En tant que président des Américains, la valeur cardinale, c'est l'économie mondiale. Moi, je n'ai pas voulu entraîner une récession. J'ai sauvé l'économie en concédant aux Iraniens. » D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il avait dit au sommet du G7 lorsqu'il disait « Je ne veux pas être Herbert Hoover, ce président qui avait présidé au krach boursier de 1929. » Donc, en tout cas, deuxième option, l'abandon. Moins probable. Troisième option, une guerre à très grande ampleur. Là, on parle d'un débarquement, boots on the ground, d'aller saisir de force le détroit. Le problème avec ça, c'est le traumatisme des Américains, des guerres éternelles au Moyen-Orient. Autre option, dernière option, ce serait finalement de reprendre ce qu'on avait appelé le projet Liberté. Vous savez, il y a quelques semaines, les Américains avaient annoncé qu'ils escorteraient des pétroliers. Donc, les États-Unis agiraient essentiellement comme bodyguards, comme gardes du corps du trafic maritime dans le détroit, sans concéder aux Iraniens le contrôle. Le problème avec ça, c'est que ce serait une opération de très, très, très longue haleine qui demanderait un commitment important des Américains au Moyen-Orient et c'est pas sûr qu'il y a d'appétit pour ça là-bas. Évidemment, on peut toujours espérer un scénario miracle où le régime iranien, un peu comme le régime de Bachar al-Assad il y a 2 ans ou 3 ans, imploserait de lui-même. Et finalement, ce régime-là disparaîtrait, ce qui permettrait une normalisation effective des relations. On ne le voit pas pour l'instant. Chose certaine, le président américain est contraint, il s'est placé dans un coin, il ne sait pas trop aujourd'hui comment il va s'en sortir. Fait intéressant, sa rhétorique augmente quand même. Aussi bien hier, il était plutôt tempéré. Là, aujourd'hui, sur Truth Social, il publie image sur image de vidéos d'attaques en Iran, d'explosions. Je ne sais pas quel message il veut envoyer, probablement qu'il est sérieux dans sa détermination. D'ailleurs, cet enjeu-là, Georges, rebondit au sommet de l'OTAN. Là aussi, on vit un peu des montagnes russes. Là. C'est-à-dire que, tu sais, quand le président Trump a débarqué là, tu sais, tout le monde marche un peu sur des œufs. Tu te dis, bon, OK, on va essayer que tout se passe bien. Parce qu'il y a eu certains moments, certains coups d'éclat dans différents sommets. Mais là, semble-t-il que c'est une réunion qui a été marquée par l'amour et l'unité. Ah, mais c'est fascinant. Selon Donald. Beaucoup d'amour. Non, mais c'est ahurissant ce qui s'est passé hier. Il y arrive, il répète ses récriminations contre l'OTAN. Bon, la guerre en Iran. Il reparle du Groenland. Il se plaint de l'Espagne. Et là, ils ont une réunion plénière
les leaders ensemble. Il sort de là-bas, puis honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est produit dans cette salle-là. Peut-être que tour à tour, chacun des autres leaders de l'Union, lui, ont chanté ses louanges, lui ont dit qu'il était extraordinaire et que sais-je encore. Mais il sort de là, il dit « C'était l'amour et l'unité. Vous auriez dû voir comment ça s'est passé dans la salle. » Moi, je pense que ça a été un concours d'aplaventrisme et de qui pouvait s'agenouiller le plus bas pour lui faire plaisir. Mais bon, peut-être que c'est ça que ça prend pour garder le président américain content, puis considérant le rôle disproportionné qu'il joue dans cette alliance-là, on peut comprendre le calcul rationnel derrière. Par contre, fait intéressant au sommet de l'OTAN, si le but de l'OTAN, c'est de dissuader la Russie, d'accord, d'empêcher la Russie d'avoir des ambitions trop importantes et de la contraindre en Ukraine, bien là, il y a eu des avancées potentiellement majeures. Non seulement le président américain a offert son soutien aux frappes au sein de la Russie de l'Ukraine, ce qui était une ambition des pays de l'OTAN, mais il a aussi ouvert la porte à permettre à l'Ukraine de produire des intercepteurs patriotes sur son propre territoire. Bon, on est très, 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 très loin de la coupe aux lèvres ici, mais si ça se concrétisait, ça voudrait dire que là, les Américains se réchauffent significativement envers l'Ukraine parce que les intercepteurs patriotes, c'est une technologie de pointe qui demande beaucoup de confiance. Mais ça, tu as tellement raison, Georges, parce que faut se ramener, là, il y a pas si longtemps quand même, là. Tu sais, Zelensky qui se présente à la Maison-Blanche se fait, puis c'était l'expression que j'avais sortie, se fait Zelensky, là. Je veux dire, il se fait, là... Tu sais, il est tout seul de son bord. Après ça, t'as Trump avec tous ses autres sbires qui sont là, puis là, il l'insulte. Puis là, tu sais, comment ça se fait que t'as pas de beau veston quand tu viens me voir. Puis après ça, t'as pas de carte en main. Là, on s'est dit, ça y est, il est fait, là. Tu sais, après ça, il déroule le tapis rouge à Vladimir Poutine lors de ce sommet en Alaska. Mais là, on sent vraiment que le vent tourne. Là. Manifestement, la campagne de communication publique des Ukrainiens a réussi à percoler jusqu'à chez Donald Trump. D'un autre côté, il faut dire que là, c'est peut-être pas une défaite catégorique en Iran, mais c'est certainement pas une victoire. Il veut une victoire à quelque part, le président américain. Peut-être que les Ukrainiens sont capables de lui offrir les conditions qui permettent un cessez-le-feu, qui n'est pas une défaite totale des Ukrainiens. Évidemment, il serait heureux, lui, de pouvoir arriver sur la scène mondiale et dire, regardez, une autre guerre que j'ai réglée. Il est rendu à quoi? 8, 9, 10, à peu près? Ça, on les met 40, là. Bon, on connaît ici... cette semaine, là, des températures très, très chaudes. C'était le cas la semaine passée aussi. Mais en Europe, d'ailleurs, c'est suffocant par endroits. Paris, la France, on a connu au moins 2 vagues de chaleur. Là, ça s'est étendu dans les derniers jours dans d'autres pays. Mais c'est rendu très politisé. Et il y a toutes sortes d'implications cachées aussi derrière ces changements climatiques. Bien, justement, je tombais sur un article hier dans le média Foreign Policy qui parlait des implications pour la préparation militaire des changements climatiques. Parce que, par exemple, au-dessus d'un certain nombre de degrés, je pense que c'est 40 degrés Celsius, les hélicoptères volent moins bien. Les avions ont besoin d'une piste de décollage plus longue. Même les chemins de fer commencent à pas fondre, mais au moins à se ramollir. Donc, il faut réviser tout ça. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on présente souvent les changements climatiques comme une question morale. C'est-à-dire, vous êtes une bonne personne, vous recyclez, vous faites du compost, etc. C'est un problème d'adaptation individuelle. Mais là, ce que ça nous montre, c'est que c'est un problème d'adaptation collective, puis ça a des conséquences auxquelles on ne pense pas nécessairement. Tu veux une autre conséquence auxquelles on ne pense pas nécessairement? Ouais. Ça, c'est le paradoxe de l'époque. Un des éléments qui risque de mener à des migrations massives, c'est les changements climatiques. Pourtant, les partis plutôt à droite qui s'opposent à l'immigration plus massive, eh bien, souvent, ce ne sont pas les mêmes qui veulent régler la question des changements climatiques ou s'attaquer au dérèglement. Peut-être qu'ils devraient le faire. Parce que si vraiment on veut couper les flux migratoires à leur source, bien, il faut s'assurer que dans les pays les plus affectés, les gens aient des conditions de vie qui leur permettent de rester. Donc, j'envoie une balle au mouvement conservateur, puis qu'il faudrait qu'ils commencent à s'intéresser à la planète. Oui, parce que on entend ce terme-là, les réfugiés climatiques de plus en plus dans l'actualité. Merci, Georges. À bientôt. Salut.